société sur les affaires et de la consommation autour de la radio, enseignants-chercheurs, de revendication de la coordination on les a fermetures annoncées comme je suis chargé de la déplorer certaines attitudes, vraiment c'est déplorable. Maintenant, est-ce que c'est les étudiants qui ont saccagé les universités? Voilà la question qu'on va se poser. Parce que si on part, on part au niveau du campus social, vous allez voir que là où loger les étudiants, mais ces bâtiments ne sont pas saccagés. Ce qui a été saccagé toujours, c'est peut-être la direction du cours qui a été touchée, un restaurant qui a été touché là-bas au niveau film. Sinon, dans les campus pédagogiques, il y a certaines facultés qui ont été touchées, comme aussi le CESTI, qui a été vraiment mis à terre. Hein, et vraiment, là aussi, je salue la bravoure de nos collègues qui sont là-bas en train de faire le maximum pour au moins se tenir le bon bout. Mais quand même, moi, toujours la question que je me pose, est-ce que vraiment c'est des étudiants qui ont eu à faire ces saccages-là? Si c'est eux, nous les condamnons fermement. Si ce n'est pas eux aussi, on va essayer de voir vraiment les faiseurs de troubles et permettre aussi aux autorités de prendre toutes les mesures. Vous qui êtes justement enseignant-chercheur à l'INSEP, quand vous faites face à vos étudiants, qu'est-ce que vous leur enseignez? Qu'est-ce que vous leur dites? Par rapport à la situation. Oui, par rapport à la situation et par rapport à toute cette violence qui règne dans nos universités. Quand on voit que maintenant dans les universités, on décerne plus des certificats de décès que des certificats, que des diplômes de fin d'études, par exemple. Bon, nous, on a une spécificité dans notre formation parce qu'on forme des gens qui vont partir sur le terrain pour participer à l'éducation de la jeune génération. Donc ces gens-là, on leur donne vraiment tout le bagage nécessaire pour qu'ils soient des enseignants modèles. Des enseignants modèles quand ils seront sur le terrain. Donc, n'empêche qu'il y a toujours certains qui viendront avec des comportements peut-être que plus ou moins dérapants, mais quel soit alpha, nous allons. C'est quoi pour vous aujourd'hui un enseignant modèle? Un enseignant modèle, bon, c'est d'abord quelqu'un du point de vue de sa présentation, quelqu'un qui ne va pas se limiter seulement à donner des cours, mais c'est quelqu'un qui participe à l'éducation des élèves, mais aussi de la population par rapport au service à la communauté qu'il va faire. Nous, dans le cadre des activités physiques et sportives que nous menons, on sait que le sport est un facteur très important dans le cadre sur le plan social, et je pense qu'avec la pratique sportive, avec le PS aussi que nous enseignons, nous pouvons vraiment beaucoup apporter dans ce sens-là, pour au moins que les enseignants que nous formons puissent vraiment être des modèles là où ils sont, pour que les enfants qui les regardent puissent copier sur eux et essayer vraiment d'être à l'avenir des gens. Alors, depuis la fermeture justement du campus social, on a vu que le SAES vraiment est monté au chrono à chaque fois que possible pour demander justement la réouverture, la réouverture des amphithéâtres et la reprise des cours en présentiel depuis juillet 2023 jusqu'aujourd'hui. C'est vrai que la fermeture, par rapport à la fermeture, il y avait des arguments tels que le manque de sécurité, les amphithéâtres qui étaient saccagés, donc il fallait renouveler tout ça. Aujourd'hui, quelle est l'ampleur du dégât dans l'université? Est-ce que les travaux de rénovation et de reprise de certains lieux qui étaient saccagés sont en cours? Est-ce que cela avance? Oui, il y a des travaux qui ont été entamés au niveau du campus pédagogique dans certaines facultés, même si quelque part il reste encore d'autres travaux à faire. Mais quand même, par rapport à l'ampleur des saccages, il faut reconnaître que c'était pas, bon, même s'il y avait des saccages, mais quand même, ça ne devait pas empêcher le déroulement des cours en présentiel. Et ce qui fait que le SAES a toujours interpellé pour qu'au moins les cours en présentiel puissent se tenir.
parce que on nous a vendu les cours en ligne, mais qui connaissent beaucoup de difficultés par rapport à l'accessibilité de la plateforme, par rapport à la connectivité, par rapport aussi à certains étudiants qui sont dans des endroits très éloignés où ils n'ont pas à leur disposition même de l'électricité pour pouvoir avoir de la connexion. Donc tout ça, toutes ces difficultés rencontrées ont fait que peut-être que certains cours ont eu des difficultés à être mis en place, à être déroulés dans les bonnes conditions. Mais n'empêche que nous, en tant que syndicat, nous avons essayé de faire le maximum pour interpeller l'autorité à mettre en place toutes les garanties nécessaires pour une réouverture de l'université Cheikh Anta Diop et les cours en présentiel. D'accord. En attendant justement d'en venir à toutes les garanties que vous a donné l'autorité, comment justement s'est passée la connectivité? Est-ce que l'université a signé un partenariat avec les différents comment dirais-je, opérateurs en place pour pouvoir donner de la connectivité à tous ces élèves-là? Et est-ce que justement, quand l'élève parvient à rentrer dans la plateforme, est-ce que cela veut dire que l'élève peut suivre ce cours en ligne? Voilà, bon, à un moment, non, nous tous nous avons constaté que la Sonatel avait écrit une note précisant qu'on a donné à chaque étudiant, ou bien chaque étudiant pouvait s'inscrire pour avoir 1 giga de connexion qui pouvait être renouvelé pour entrer pour au moins suivre les cours en ligne. C'était gratuit pour les étudiants? C'était gratuit pour les étudiants? C'était gratuit pour les étudiants et aussi pour les enseignants chercheurs aussi. Maintenant, avant cela aussi, les enseignants chercheurs disposaient au moins de modems qui leur permettaient au moins de faire leur cours en ligne, ou bien de faire leur connexion là où se trouvent, partout au Sénégal. Mais ces derniers temps aussi, je ne sais pas ce qui se passe avec l'autorité ou bien avec les partenaires, mais tous ces modems-là ne fonctionnent plus. Maintenant, par rapport à la plateforme, on voit certains étudiants qui parviennent à y entrer, mais malheureusement qui ne peuvent pas participer au cours. Parfois aussi, l'autorité aussi ne fait qu'en regardant peut-être que sur la plateforme, dans leur base de données, il faut voir qu'il peut avoir 20 000 ou 30 000 étudiants qui sont entrés dans la plateforme. Mais est-ce que ces 20 000 ou 30 000 étudiants ont participé réellement au cours? La principale difficulté. Ce qui fait que parfois, les chiffres qu'on donne, la réalité diffère. C'est pourquoi aussi ces cours en ligne ont beaucoup de difficultés. Même si quelque part les gens nous parlent de nouvelles méthodes, de la technologie de l'information, mais quand même chaque chose a des préalables. Il faut avoir des accompagnements et mettre en toutes les mesures idoines pour que ces cours-là puissent se dérouler dans les meilleures conditions, puisqu'on tend vers l'habillement dans le cas. Alors, justement, vous êtes pour la réouverture des amphithéâtres, c'est votre combat depuis toujours. Aujourd'hui, comment réorganiser un peu les emplois du temps et le calendrier des uns des autres pour pouvoir permettre le retour des professeurs dans les amphis, puisque vous avez quand même perdu 9 mois et c'est beaucoup dans le calendrier universitaire. Oui, bon. La réorganisation des emplois de temps, c'est le rôle des chefs de département au niveau de chaque faculté. Mais quelque part aussi, on peut avoir des avis sur ça, parce qu'on est dans un système qu'on appelle le système LMD. Donc, le système LMD, c'est sur une période où les étudiants vont faire les enseignements apprentissages et après les évaluations. Donc, nous avons vu que cette année, donc c'est pas cette année, depuis l'année dernière aussi, à un moment on avait fermé l'université, donc au mois de juillet, en 2022 on avait fermé l'université, on avait même pas terminé les enseignements apprentissages pour que les gens puissent aller en vacances et revenir au mois d'octobre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des promotions qui se sont chevauchées.
Ça ne s'est pas passé dans les écoles et instituts où vraiment certains, comme notre école et institut, on avait terminé tout notre programme, il ne restait que les examens. Mais au niveau des facultés, des grandes facultés, tu vois des promotions de 2022 en première année et des promotions de 2023 en première année. Donc, pour dire que c'est des promotions qui vont se hausser, et là, c'est des difficultés. Et ce qu'il faut faire dans ce sens, c'est qu'il faudra revoir dans quelle mesure on va faire de telle sorte que ces promotions-là puissent faire leur enseignement-apprentissage dans les meilleurs délais. Et ce qu'il faut rajouter aussi, il y a la promotion de 2024 qui va venir avec le bac qui va se tenir incessamment. Donc, il faudra prendre toutes ces mesures idoines pour que... D'accord. Je pense que là, nous avons en ligne Malik Youm, qui est donc le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants et moyens secondaires du Sénégal. Monsieur Youm, vous m'entendez? Monsieur Youm, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur la radio Trade FM. Ici, dans ce studio, nous avons monsieur Daron. C'est bien ça, hein? Bon, d'accord. Beng, qui est donc enseignant-chercheur à l'INSEPS UCAD et chargé de revendication. Ça aide, vous le connaissez très bien, monsieur Youm? Oui, c'est mon collaborateur et salutations fraternelles. Merci. Bon, moi j'ai un peu du mal à prononcer, donc je vais m'arrêter à monsieur Beng pour ne pas écorcher son prénom. Alors, monsieur Youm, justement, le thème de cette émission, c'est la crise dans le secteur éducatif. Quelles sont justement les attentes des différents syndicats pour les candidats à l'élection présidentielle? Alors, on a vu justement qu'après le report des élections, de l'élection présidentielle, le SAES, votre syndicat, vous êtes organisé, vous avez fait un débrayage, et vous avez justement aussi annoncé quelques mouvements. Vous pouvez un peu nous expliquer quel est donc le rapport entre le débrayage que vous avez annoncé et le report des élections présidentielles? Il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Nous avons déjà engagé le cadre de le gouvernement du Sénégal dans le cadre de l'environnement du quartier des Nord. Oui. Parce que tout le monde se rappelle très bien qu'on a décidé qu'on gouvernement avec le gouvernement du Sénégal. Oui. Cette signature a été le 10 février 2027. Et depuis lors, nous avons constaté que pour ce point a été matérialisé. Le point est relatif à ce qu'on appelle la décision un peu des salaires. Oui. Et pour les autres points liés à ce qu'on appelle la carrière, pour chercher les enseignants, c'est les points qui ont été laissés en place. Nous prenons l'exemple de la décision de la situation des titulaires. Nous avons la persistance des enseignants qui est acquise. Alors, après, donc, quand nous étions en train de donner ce combat, il est arrivé maintenant un autre cas qui est un cas qui a nécessité la saisie de toutes les forces de la nation. C'est la déclaration du président de la République du 3 février 2024. Et tout le monde se rappelle qu'il s'agissait de la déclaration relative à l'abrogation du projet du traité convoquant le pouvoir électoral. Tout à fait. Suivi également de l'adoption d'une loi anticonstitutionnelle par l'Assemblée nationale. Alors, pour un cas de force de la nation, nous avions trouvé que ce combat était un combat citoyen qu'il fallait porter et naturellement, pour beaucoup d'autres syndicats qui sont dans le secteur de l'éducation et de la formation, qui sont dans le secteur de la santé, qui sont dans le secteur des télécommunications, qui sont dans le secteur du transport, tout ensemble nous avons mis en place une structure qui s'appelle la CESU, des syndicats des travailleurs du Sénégal, et c'est dans le cadre de cette filière-là que nous avons porté le combat dans le cadre de la plateforme ACLS. Oui. Dans ce cadre-là également, évidemment, nous avons pris à lancer des plans d'action au niveau du secteur de l'éducation, même si aussi dans ce secteur, des plans d'action ont été lancés pour éviter le retour à la légalité constitutionnelle. Et c'est justement ce qui vaut également le Front pour la restauration de l'état de droit que vous avez également annoncé. C'est toujours dans la même logique. Vous savez que la situation est arrivée
Oui. 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 Très bien, mais aujourd'hui, monsieur Youm, monsieur, enfin, sans vous interrompre, hein, je sais que vous avez bien rappelé les faits, effectivement, et c'est un bon rappel. Mais aujourd'hui, il y a quand même un fait assez inédit où justement j'ai été interpellée par plusieurs parents. C'est justement le fait que le moyen secondaire a avancé la composition du mois du premier trimestre. Normalement, ça se faisait en fin février. Les enfants partaient avec leur note pour la fête de Pâques. Mais cette fois-ci, les compositions étaient tellement avancées que cela s'est fait en mois de janvier. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce qui a motivé cela? Oui. D'accord. Oui. Très bien. D'accord. Très bien. D'accord. Alors justement, avec ces élections, est-ce que vous pensez pouvoir continuer la lutte pour, par rapport aux accords signés avec l'État? Oui. Électoral. 23, oui. Et vous avez été reçu par le ministre en question des engagements, oui. Oui. Aujourd'hui, est-ce que le calendrier électoral dit la bonne marche de nos écoles? C'est une affaire à part, mais l'école y est, comment dirais, y est à 100% impliquée. Normalement, oui, ça fonctionne, mais chez nous, ce n'est pas le cas parce qu'on a déjà vu avec vous les débrayages que vous avez annoncés.
Oui. Mhm. Et quel sera le rôle justement de vous, syndicats, comment dirais-je, dans cette prise de conscience? Oui. Mhm. Mhm. Et cette année, est-ce que vous rassurez les parents? L'année scolaire peut se passer normalement? Oui. D'accord. Mhm. 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 Très bien. Mhm. Alors, une dernière question, Monsieur Youm, c'est par rapport justement à la confection des tenues scolaires. On a vu que l'État avait débloqué 30 milliards, 10 milliards avaient été débloqués, distribués aux différents tailleurs pour confectionner la tenue scolaire. Et le programme s'est juste passé une fois, mais la troisième phase ne s'est pas déroulée normalement. Quelle est votre position là-dessus? Oui. Mhm. 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 Sur merci beaucoup Malick Youm d'avoir intervenu en direct sur la radio Trade FM. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Mhm. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir intervenu. Alors justement, Monsieur Ben, vous avez entendu Monsieur Malick Youm, il est solidaire avec vous. Est-ce que cette année universitaire est-elle compromise? Oui, plus ou moins, plus ou moins compromise dans la mesure où, en le moment,
il y a dans certains établissements, il y a les enseignements apprentissages étaient presque terminés. Donc, dans les écoles, instituts, où il fallait faire les examens. Il y a certains qui ont eu à faire depuis quand on a commencé la reprise en ligne. Il y a certains établissements, selon les spécificités, se sont organisés pour mettre en place, pour effectuer les examens. Maintenant, au niveau des facultés où il y a les grandes difficultés, parce qu'on a essayé de faire des remédiations, de 21 jours, 1 mois maximum pour ces grandes facultés et après procéder à des examens. Bon, là aussi, c'est au niveau des conseils d'établissement que ça a été décidé avec le rectorat qui les a accompagnés. Et ils faisaient le cours en dehors même de l'espace. Donc certains étaient même au niveau de la grande mosquée, dans l'Institut islamique, d'autres étaient venus à l'INSEP. Même si quelque part l'INSEP est une entité de l'université, mais quand même pas au sein de l'université. Donc nous, on est au stade de Madio. Il y a aussi d'autres localités qui ont été utilisées par ces facultés pour faire de la remédiation. Après la remédiation, qu'est-ce que c'est? C'est la programmation des examens. Il y a certains établissements, certaines facultés qui ont fait leur examen. Il y a d'autres qui sont en train de programmer. Et dans cette programmation, l'information que j'ai eue, ils vont effectuer leur examen dans leurs locaux, c'est-à-dire qu'au sein de leur faculté. Donc, c'est ça qui pourrait prévaloir peut-être à une ouverture en présentiel. Et je pense que aussi c'est ce que nous voulons, que les cours en présentiel redémarrent à l'université. Et est-ce que vous avez espoir que cela puisse redémarrer dans les semaines à venir? Oui, on a espoir parce que le conseil académique va être convoqué incessamment, je pense que le vendredi prochain, et je pense qu'à l'issue du conseil académique, on pourrait avoir vraiment les feux verts pour la reprise des cours en présentiel. Et c'est le souhait de tout le monde. Et je pense que aussi, si c'est le cas contraire, c'est le moment de lancer un appel. Un appel à toutes les forces vives de la nation. Parce que l'université Cheikh Anta Diop, c'est la représentation de toute la société sénégalaise. Oui. Votre soeur ou bien votre enfant ou bien votre frère est à l'université, moi la même chose. Donc c'est les enfants de toutes les représentations sociales qui sont là-bas, et je pense que toutes les forces vives de la nation doivent se lever et faire un bloc soudé pour que l'université Cheikh Anta Diop puisse vraiment rouvrir ses portes et que les cours se passent en présentiel. Parce que toutes les universités au monde qui sont mieux classées parmi ces dernières, c'est pas l'enseignement en ligne qui fait qu'ils sont mieux, c'est l'enseignement en présentiel. Et l'enseignement en présentiel aussi, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le volet éducation qui entre en lien. Parce que l'enseignant qui se présente devant ses étudiants, sa manière de parler, sa manière de faire, sa manière de véhiculer les enseignements apprentissages, au moins... Il permet un système d'une vocation. Voilà, donc ça permet à certains étudiants de copier sur ces derniers et que c'est vraiment ça pourra acquérir. Maintenant, ça me permet aussi de rebondir un peu sur les attentes. Justement, les attentes, justement, oui, les attentes, allez-y. Donc, d'abord, c'est la stabilité des universités, avec la maîtrise du calendrier universitaire, donc la sécurisation de l'espace universitaire, mais tout en aussi respectant les franchises universitaires, parce que sans cela aussi, ça va être vraiment... Maintenant, l'autre facteur, c'est l'achèvement des travaux au niveau des différentes universités. Il y a beaucoup de travaux qui ont été entamés, il y a beaucoup d'universités régionales qui ont été ouvertes, mais malheureusement, les travaux ne sont pas terminés. Il faudra vraiment que cela puisse se faire. Aussi, placer l'université au cœur des métiers innovants, dans le cadre de la mise en place des formations qui vont répondre aux aspirations des élèves et à la demande sociale. Donc il y a aussi l'amélioration du cadre de la recherche, parce que la recherche, c'est le fondement même de l'enseignement supérieur. Donc il faudra vraiment passer d'abord par le financement de la recherche, la facilitation de la mobilité, permettre aux enseignants d'aller même si quelque part, chaque 2 ans, chaque enseignant bénéficie d'une
de voyage et tout, mais quand même avec toutes les difficultés que nous rencontrons, on voudrait vraiment que cela soit facilité. Mais aussi l'équipement des laboratoires de recherche. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire des recherches alors qu'on n'a pas des laboratoires qui sont bien équipés, qui peuvent permettre comment dire, par rapport de faire de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que même les mathématiques peuvent au moins travailler avec les sportifs dans le cadre de la recherche de données et en plus avec cela aussi l'exploitation qui pourrait leur permettre de faire. Donc tout ça, ça ne pourra faire qu'avec l'équipement, un bon équipement de laboratoire. Donc, maintenant, il y a un autre facteur, le plus important, c'est l'augmentation du budget des universités. Pour donc la recherche, ça passe par l'augmentation du budget des universités, du budget des facultés, parce que les gens travaillent avec des budgets très maigres. Et je pense qu'il faudra que le prochain président ou bien qui puisse vraiment travailler dans ce sens pour que les budgets au niveau des universités soient revus à la hausse, parce que ce qu'on a eu, c'est très minime. Maintenant, la reprise, comme on dit, donc depuis hier, on nous parle d'une reprise timide avec les examens qui vont être organisés au niveau de ces facultés. Et nous allons suivre maintenant, après pour voir est-ce que réellement ça va se faire dans la meilleure des manières. Donc, suivre le processus avec une reprise effective et en présentiel de cliniques. Donc, c'est ce qui passera par la convocation du conseil. Alors, juste une dernière question, parce qu'on est vraiment au terme de cette émission. Tout à l'heure, comme je l'ai posé même à M. Youm, est-ce que doit-on penser aujourd'hui que le calendrier électoral au Sénégal doit justement dicter la bonne marche de nos universités? Comme l'a dit notre camarade. Parce qu'il n'y a que l'UCAD qui est fermé, les autres universités, ils font des cours. Il y a d'autres universités qui étaient fermées, ce n'était pas dû à un problème politique, mais c'était dû à un problème de gestion. Mais l'UCAD, nous savons que c'est un problème politique. Je pense que le calendrier électoral ne doit pas bloquer la tenue des cours dans les universités. Même dans les pays en état de guerre, les universités ne se ferment pas. Les gens travaillent et je pense que aussi là, il faudra qu'on puisse assainir le milieu. Parce qu'il faudra que cela se fasse pour qu'au moins qu'on ne puisse pas arrimer le calendrier électoral au calendrier universitaire. Parce que c'est d'accord. Votre dernier mot, monsieur Bengue? Bon, c'est vous remercier de cette invitation qui nous a permis vraiment de discuter sur les problèmes que rencontre l'enseignement en général, mais l'université en particulier. Donc, remercier aussi tous ceux qui sont en train de nous écouter, nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent aussi à travers vos plateformes. Et remercier aussi mon camarade et collègue Youm, Malik, avec qui nous avons cheminé ensemble au niveau du Science pendant 14 ans, avant même de venir au niveau de l'université. Donc, remercier tout le monde. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. La crise dans le secteur éducatif, quelles sont les attentes des syndicats pour les différents candidats? C'est donc autour de ce terme que j'ai reçu dans votre émission autour de la table M. Ndaron Beng, qui est donc enseignant-chercheur à l'INSEPS et chargé donc de revendications SAES Campus UCAD. Également, on a eu également en ligne en direct de cette même radio, M. Malik Youm, secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec d'autres invités. Ce sera toujours autour de cette même table. Merci.